Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Là, vous êtes déjà 59 participants, 60, ça commence à arriver. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau web rendez-vous qui s'intitule « Introduire des prescriptions énergétiques et environnementales dans la construction ou la rénovation du bâtiment ». Alors, donc, au programme, donc un programme très intéressant encore aujourd'hui dans notre web rendez-vous, puisque après une brève introduction, notre intervenant du jour, Jean-Luc Leguet, donc du département architecture et bâtiment de Grand Besançon et de Ville de Besançon, nous présentera un cahier des charges des prescriptions énergétiques et environnementales donc dans la construction et la rénovation de bâtiments. Jean-Luc Leguet nous détaillera ce cahier des charges ainsi que les thématiques retenues pour l'élaboration de ces prescriptions. Il nous apportera également un retour d'expérience avec des exemples concrets et il fera un lien avec la démarche bâtiment durable qui est mise en place en région par l'association Terragilis. Ensuite, s'en suivra un focus sur les matériaux biosourcés en Bourgogne-Franche-Comté. Puis en toute dernière partie de ce webinaire, nous aurons un moment d'échange avec des questions-réponses. Alors, petite présentation du pôle énergie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le pôle énergie est le centre de ressources régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a pour mission de mobiliser les professionnels du bâtiment sur des enjeux de la transition énergétique et écologique et de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques professionnelles. Ce web rendez-vous fait partie de plusieurs rendez-vous qui sont déclinables en présentiel quand cela est possible, donc pour instaurer un moment de rencontre et d'échange pour les professionnels du bâtiment. Et ce rendez-vous est organisé en partenariat avec Grand Besançon Métropole. Je vais laisser la parole d'ailleurs à Anne-Cécile Clure qui la représente. Anne-Cécile. Bonjour, Anne-Cécile Clure, je travaille à Grand Besançon Métropole au service environnement. Et nous avons la chance d'organiser avec Pôle Énergie chaque mois ces rendez-vous du bâtiment innovant, c'est midi du bâtiment innovant. Encore une fois, nous voilà en distanciel, la prochaine fois encore, et puis nous espérons que dès avril, nous arriverons à nous revoir et à être en proximité. Il y a quand même un avantage à être en distanciel, il faut le reconnaître, c'est qu'à l'instant même, nous allons bientôt être 100, une centaine de participants, certains et un grand nombre de notre territoire, mais aussi d'autres plus lointains. Donc sur ces problématiques, c'est vraiment un plaisir que nous soyons aussi nombreux pour avancer vers des innovations. Ce rendez-vous, une fois n'est pas coutume, en tête d'affiche aujourd'hui, mon collègue Jean-Luc Leguet, directeur de la direction architecture et bâtiment à Grand Besançon Métropole, avec donc le plaisir de vous présenter la démarche autour des prescriptions environnementales, de ce cahier de prescriptions énergétiques et environnementales. Pour nous, il y a un gros enjeu à travailler ces questions-là. Bien sûr, l'enjeu de l'approvisionnement en matériaux, l'enjeu écologique avec la question de l'énergie, la question des ressources, et puis à plus long terme, la question du réemploi et du recyclage des matériaux. Et puis, il y a aussi un autre enjeu qui est celui du développement de l'emploi sur ces filières qui sont innovantes. Donc, pour nous, en tant que territoire, c'est vraiment important d'avancer sur ces sujets-là. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et vous êtes nombreux de différents milieux. Et pour nous, c'est important que l'écosystème soit représenté de façon large. Vous êtes à la fois des représentants des entreprises de terrain qui font le travail de rénovation, de construction sur les chantiers, des entreprises et négoces de matériaux en proximité avec ces entreprises de terrain, mais également des architectes, des AMO, des maîtriseurs qui vont coordonner ces chantiers et pouvoir être dans l'accompagnement de la mise en œuvre de ces produits. Et puis, un grand nombre de maîtres d'ouvrage publics et privés, des établissements de santé, des établissements de formation, des établissements privés de différents secteurs. Donc, pour nous, c'est important que vous soyez nombreux et que vous soyez tous impliqués sur ces sujets-là qui vont nous permettre d'avancer collectivement pour être ensemble territoire énergie positive en 2050. Merci à tous de votre présence. Merci au Pôle Énergie et à Jean-Luc Leguet pour la présentation qui va suivre. Je ne vais pas pouvoir rester moi, mais je vous invite à poursuivre et à vous enrichir de ce temps. Posez bien sûr toutes les questions concrètes sur le chat.
Et je sais que vous pourrez aussi, avec plaisir, nous retrouver le 22 mars prochain webinaire, donc encore en distanciel, sur le réemploi, puisque nous traitons tous les quelques mois de cette question-là qui nous importe sur notre territoire, sur laquelle nous essayons d'être aussi moteur. Donc, vous aurez 2 retours d'expérience et vous en saurez plus en fin de séance. Très bonne séance à tous et à très bientôt. Très bien, merci Anne-Cécile. Alors, quelques informations pratiques. Donc, avant de commencer, hein, vous l'avez constaté, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pourrez poser vos questions en cliquant sur l'onglet Discussion, hein, qui se trouve en bas de l'écran, la petite bulle. Donc, pensez à envoyer vos questions donc, en cliquant sur Tout le monde pour que tous les participants puissent en prendre connaissance. Ce web rendez-vous, comme à chaque fois, est enregistré. Vous pouvez retrouver cette vidéo et son support de présentation sur le site internet du Pôle Énergie. Alors, avant de prendre connaissance du cahier des charges qui est mis en place par la ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole, il convient de rappeler que la France s'est fixé des objectifs en mettant en place la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie nationale bas carbone est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle concerne tous les secteurs d'activité et le secteur du bâtiment en fait bien évidemment partie puisque c'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre derrière le transport. Elle doit permettre à la France d'honorer ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à 49% aux horizons 2030 et attendre à la neutralité en 2050. Au niveau intercommunal, des objectifs sont également mis en place pour répondre aux enjeux climatiques, et ce, en cohérence donc avec ces engagements nationaux, les engagements nationaux de la France, qui engagent les collectivités à mettre en œuvre sur leur territoire des objectifs en matière de qualité de l'air, d'énergie et de climat, qui est traduit par le plan climat-air énergie territoriale, communément appelé PCAET. Ce PCAET définit sur le territoire des objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement climatique et le combattre efficacement. C'est dans ce contexte que le Grand Besançon Métropole et la ville de Besançon ont mis en place au sein de leur collectivité un cahier des charges de prescription énergétique et environnementale qui va nous être présenté. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre intervenant qui est aujourd'hui donc Jean-Luc Leguet, directeur du développement architecture et bâtiment de Grand Besançon Métropole et de la ville de Besançon. Il va nous présenter ce cahier des charges et dans sa présentation, on va voir concrètement comment il est mis en place, voilà, comment ce process est mis en place au sein de la collectivité. Monsieur Leguet, je vous laisse partager votre écran pour afficher votre présentation, s'il vous plaît. Oui, merci Frédéric. Hop. Voilà, je pense que là, vous voyez tous bien. Très rapidement, juste pour vous présenter la ville de Besançon et Grand Besançon Métropole du point de vue du patrimoine. Donc, ça représente 600 000 m² de surface de plancher et environ 1000 bâtiments et ouvrages, donc avec une grosse diversité de typologies de bâtiments, puisque ça va, on va dire, des crèches, gymnases, en passant par les écoles et on peut évoquer également un certain nombre d'églises, de bâtiments qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc une très grosse diversité. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc ce cahier des charges, il a été créé sous l'impulsion de la direction de la maîtrise de l'énergie, donc qui est une entité distincte du département architecture et bâtiment et qui porte, on va dire, l'excellence de la performance énergétique à l'échelle de la ville. Et donc, ce cahier des charges est une coproduction, donc puisque moi, j'avais impulsé effectivement pour que les équipes du département architecture et bâtiment puissent se mobiliser. Monsieur Leguet, je vous coupe. Oui. Juste, on nous demande que vous puissiez afficher un peu plus grand votre présentation, si vous pouvez. Oui, je pense là, hop. Mettre à 100% ou je sais pas, ou en plein écran, c'est très bien. Merci. Très bon. Bon. Alors, pourquoi ce cahier des charges? Bon, ça a déjà été pas mal évoqué. Hein. Effectivement, c'est réduire l'impact carbone et environnemental de nos bâtiments à l'échelle municipale et puis à l'échelle communautaire.
Et donc également, l'ambition qu'on porte, hein, c'est de faire évoluer un certain nombre de pratiques et puis de sortir du on a toujours fait comme ça, et notamment sous l'angle de la performance, notamment énergétique, d'avoir une diversité d'approches jusqu'au stade de l'APD pour pouvoir, on va dire, présenter des choix qui soient optimaux aux élus, puisque c'est ce que les services doivent aux exécutifs. Voilà. Alors, peut-être aussi ce que je peux dire, hein, c'est que notre démarche, elle n'a pas vocation à donner des leçons à qui que ce soit. C'est plus, on va dire, une impulsion territoriale, une envie de faire mieux, de faire plus durable, de faire plus économe. Et donc, peut-être aussi ce que je peux évoquer, c'est le dernier bloc de cette diapo. Donc, c'est que ce cahier des charges, il est bien évidemment en tout premier lieu à destination des concepteurs. Donc, que ce soit en interne, puisqu'on a des équipes de maîtrise d'œuvre internes, mais également aussi et surtout aux équipes de maîtrise d'œuvre externes, puisque on externalise une bonne partie de notre maîtrise d'œuvre. On a pu également aussi faire une dissociation entre trois typologies d'opérations, les bâtiments neufs d'une part, et puis après, pour ce qui est de l'existant, une subdivision entre des réhabilitations lourdes où on va intervenir assez fortement sur l'existant en remaniant notamment les espaces, hein, en revoyant la fonctionnalité, et puis peut-être sur des interventions plus légères, des rénovations énergétiques, où là on se concentrera essentiellement sur l'enveloppe. Donc bien évidemment, le niveau d'ambition maximale, il se porte sur le neuf, où là on a quand même une diversité de marge de manœuvre en termes d'implantation, on va dire de conception bioclimatique, où là on peut viser des niveaux énergétiques maximaux du point de vue, on va dire, de la production, et puis des niveaux carbone les plus bas. Voilà, donc ça fait l'objet d'une diapo juste après. Et après, donc ensuite, pour l'existant, ce qu'on peut évoquer, c'est aussi qu'on s'inscrit très fortement dans le dispositif EFILOGIE qui est porté par la région, où là, on est essentiellement sous l'angle énergétique, mais il nous semble important de continuer à rester dans ce cadre. Et donc, on est sur des niveaux de bâtiments basse consommation ou performance pour ce qui est de la réhabilitation lourde ou rénovation pour ce qui est de la rénovation énergétique. Toujours dans les éléments de cadrage, on a les impératifs du décret tertiaire. Donc là, on vous les a remis, hein, une baisse des consommations énergétiques à 3 horizons, 2030, 2040, 2050. Et puis, bon, on va dire ce qui est déjà inscrit depuis assez longtemps à l'échelle de la ville de Besançon, c'est la maximisation de l'utilisation des énergies renouvelables, donc avec le développement du photovoltaïque, mais pas que. Cette diapo, c'est simplement pour rappeler ou en tout cas informer ceux qui sont peut-être un peu moins impliqués sur l'expérimentation qui avait pu être conduite E plus C-, hein, bâtiment énergie positive et réduction du carbone. Donc là, vous retrouvez les 4 niveaux de performance énergétique et les 2 niveaux de performance pour le carbone. Je fais juste une micro-pause, hein. Je m'essuie l'œil. J'ai juste un petit problème technique aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que je suis triste d'être avec vous. Non, c'est plutôt un petit pépin conjoncturel. Voilà. Mais je vais chez l'ophtalmo cet après-midi. Alors, ce qu'on vise, c'est le niveau de performance énergétique maximale et le niveau de carbone le plus bas, donc E4C2. Mais disons que par principe de réalité, notamment parce que l'empreinte carbone est quand même quelque chose aujourd'hui qui est très très compliqué à gérer, puisque c'est sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, depuis sa construction jusqu'à sa déconstruction, en passant par son exploitation. Donc là, on sait que le C2, sur justement l'expérimentation au plus C-, est extrêmement difficile, pour ne pas dire quasi impossible à atteindre. Donc, de façon plus pragmatique, on sait qu'on sera plutôt sur du C1. Et après, pour le niveau de performance énergétique,
Le E4 est atteignable si on est capable, par exemple, de maximiser des surfaces de panneaux photovoltaïques. Et si ce n'est pas le cas, le E3 doit pouvoir être gérable. Voilà, donc on va essayer de naviguer entre le E4C2 et le E3C1. Alors, sur notre cahier des charges, on l'a articulé sur 10 thématiques qui nous ont semblé être les thématiques autour desquelles une opération de bâtiment s'articule. Donc, vous les avez listées là, je vais pas vous les détailler puisqu'en fait, on va les reprendre sur les diapos suivantes. Donc, ça part tout de même, je dirais, de l'enveloppe jusqu'aux aspects un peu plus internes du bâtiment. Et puis, on en passe également par le chantier à faible nuisance, qui est quelque chose qu'on connaît déjà, mais qui n'est pas forcément toujours mis en œuvre. Et puis, une thématique un peu nouvelle, qui est la 10e thématique, qui est celle, on va dire, qui s'inscrit dans le cadre de l'économie circulaire, des diagnostics de matériaux et puis du réemploi. Pour ce qui est de l'enveloppe du bâtiment et de son architecture, donc ce qu'on imagine devoir être nécessaire, c'est de favoriser la sobriété énergétique. Donc là, ce sera très facile, ou en tout cas un peu plus facile dans le neuf que dans l'existant, sur notamment la question des apports solaires. Sur la compacité, donc là, c'est quelque chose qui fait aussi peut-être régulièrement débat avec les architectes. C'est est-ce qu'on est fondamentalement astreint à aller vers des parallélépipèdes qui sont, on va dire, peut-être très compacts et efficaces du point de vue énergétique, mais qui ne sont peut-être pas forcément la panacée du point de vue de l'architecture et des modes des natures. Bien évidemment, les choix de matériaux vont être primordiaux. Voilà. Alors sur les compositions des parois, on a fait le choix de ne pas prescrire des valeurs de résistance thermique de façon très ferme et définitive, mais par contre, on se donne les moyens effectivement de sélectionner des matériaux et puis de discuter de l'opportunité de leur mise en œuvre. Alors, on va favoriser le recours aux matériaux biosourcés, donc ça peut être la laine de bois, ça peut être de la laine de chanvre, ça peut être, on va dire, tout type de matériaux biosourcés, géosourcés. Et Frédéric fera un focus tout à l'heure sur ce sujet spécifique pour vous montrer que ça existe à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par contre, donc on a malgré tout proscrit certains matériaux, donc les menuiseries PVC et l'isolant en polystyrène expansé, voilà, qu'on ne veut plus voir dans nos opérations. Alors, quelque chose aussi qui quand même se développe fortement depuis un certain nombre d'années, c'est l'étanchéité à l'air, donc notamment de pouvoir l'observer quand on arrive sur des phases type clos couvert, quand on a le clos couvert, de pouvoir déjà faire un premier bilan d'étanchéité à l'air de notre bâtiment. Et puis, à un point qui est trop souvent oublié, jamais trop par les bureaux d'études, mais de temps à autre par les architectes, c'est le dimensionnement des locaux techniques, de faire en sorte que les locaux techniques ne soient pas restreints à la portion congrue, mais qu'on puisse, on va dire, assez facilement y avoir accès, tourner autour des centrales de traitement d'air, des chaudières, voilà, ou, enfin, des pompes à chaleur, donc justement, enfin, pour pouvoir permettre leur entretien maintenance. Cette diapo est peut-être, on va dire, une des plus importantes. Alors, sur l'approvisionnement énergétique, donc on fait le choix aujourd'hui dans nos marchés de maîtrise d'œuvre de faire poursuivre, on va dire, 3 à 4 scénarios d'approvisionnement énergétique jusqu'à l'APS, et puis en APD, de n'en maintenir plus que 2 parmi ces 3 ou 4 pour opérer un choix final à l'issue de l'avant-projet définitif. Donc avec les 2 analyses financières et environnementales d'une part, pour que les élus puissent opérer le choix qui leur semblera le plus opportun.
On exclut les énergies fossiles, sauf bien évidemment tout ce qui va relever de l'appoint ou des énergies de secours. Si on a, on va dire, une obligation de maintien d'activité qui s'impose à nous, si on doit avoir un groupe électrogène, bon, bien évidemment, il faudra qu'on y mette du carburant dedans. Donc voilà, mais sinon, là, vous avez tout le détail en dessous là, des énergies renouvelables qu'on demande, ou en tout cas qu'on propose aux concepteurs d'étudier. Donc, ça va de la géothermie jusqu'au petit éolien. Vous avez tout type. Alors, aujourd'hui, on ne va pas vous raconter de bêtises, hein. On n'a pas forcément d'ores et déjà développé euh, toutes ces solutions énergétiques, hein, d'énergie renouvelable, mais on va essayer en tout cas de faire des essais, de faire des expérimentations et puis voir dans nos nouvelles opérations ce qu'on peut mettre en œuvre. Sur un plan de l'efficacité énergétique, là, bon, ça passe par tout ce qu'on peut déjà connaître, mais disons que l'intérêt aussi de cette démarche, c'est de rassembler en un seul et même document tout ce qu'on ambitionne. Donc là, vous avez notamment, alors pour le rafraîchissement, puisque c'est quand même un sujet qui monte, hein, puisque c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est que classiquement, avec les RT 2005 et puis peut-être encore avec les RT 2012, on était encore quand même sur la thermique d'hiver. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va passer de plus en plus sur la thermique et le confort d'été. Comment est-ce qu'on arrive à juguler des températures trop importantes? Comment est-ce qu'on arrive à avoir un bâtiment qui reste agréable et dans lequel il fait plus frais que dans son environnement extérieur? Donc là, bon, vous voyez tout le panel des sujets sur lesquels on est attentif. Et puis là aussi où on doit poursuivre notre effort, hein, c'est sur la gestion technique centralisée, toutes les questions de programmation, puisqu'il faut pouvoir aussi maîtriser justement les passages de fonctionnement réduit à fonctionnement en journée. Alors, sur le confort thermique, plus spécifiquement, donc on se cale, nous, sur une température cible à 28 degrés Celsius, où on se dit qu'au-dessus, on commence vraiment à rentrer assez fortement dans l'inconfort, et en dessous, bon, c'est sûr qu'à 28 degrés, c'est peut-être pas génial, mais ça reste encore supportable. Donc l'objectif qu'on ambitionne, c'est d'éviter d'aller vers des systèmes actifs de rafraîchissement. Donc si on peut avoir une conception plutôt passive ou qui va permettre d'intégrer du déphasage avec des isolants bien choisis, si on peut favoriser la surventilation nocturne, c'est tout ce qu'on va chercher à faire et puis essayer d'avoir un taux d'inconfort qui va rester relativement marginal. Donc, c'est pour ça qu'on évoque un taux de 5 à 8%, en sachant donc qu'on expérimente également sur les bureaux du département architecture et bâtiment et de la direction de la maîtrise de l'énergie, ce que ça peut représenter effectivement un taux d'inconfort de 5 à 8% pour voir de façon aussi pratique ce que ça veut dire. Et donc, si on dépasse ce taux d'inconfort, bon, là, effectivement, on va aller vers du rafraîchissement actif, mais avec un mécanisme de compensation si on a une production de NR. Voilà. Et après, ce qu'on peut évoquer aussi, qui devient quand même relativement une constante hein, de nos opérations, c'est le fait de faire des simulations thermiques dynamiques qui vont permettre d'observer comment le bâtiment se comporte et comment, local par local, on arrive à juguler des températures importantes. Quelques points encore sur le confort, donc le confort hygrométrique et puis l'acoustique. Alors l'acoustique qui était certaines fois peut-être le parent pauvre de nos opérations. On peut penser notamment
Si on parle des écoles, sur comment dire, des halls d'entrée d'école, des espaces de restauration qui sont très bruyants, très réverbérants. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a pas mal d'efforts à faire là-dessus. Hein. On part pas non plus totalement de zéro, mais c'est vrai que en termes d'acoustique intérieure, on a pas mal de boulot, quoi, sur des volumes très abrités, très occupés. Et puis le confort visuel, c'est tout à l'heure on parlait de compacité, donc on va parler de façade effectivement plus ou moins fermée, plus ou moins ouverte. Donc quel est le compromis qu'on va trouver entre l'éclairage naturel et artificiel? Donc là, ça va être des études FLJ, facteur lumière-jour. Et donc, comment aussi est-ce qu'on travaille sur l'éclairage artificiel pour avoir un éclairage artificiel de qualité avec des choix de couleurs? Sur la santé, c'est une thématique qui a beaucoup émergé ces dernières années, notamment la qualité de l'air intérieur. On a pas mal travaillé sur tout ce qui est COV. Donc là encore, je pense que les matériaux biosourcés sont une opportunité, hein, de limiter justement ces COV. Donc on est très attentif sur les choix de matériaux, les choix de revêtements, les types de peinture. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis aussi un focus régional sur le radon qui nous impacte moyennement, on va dire, sur Besançon, mais dont qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc là aussi, comment est-ce qu'on arrive à faire du préventif sur le radon et à favoriser des ventilations fortes de sous-sol, de vides sanitaires, et faire en sorte qu'on ne retrouve pas de radon dans les locaux qui sont ouverts au public. Et puis une spécificité locale, donc la ville de Besançon s'est engagée comme territoire zéro perturbateur endocrinien. Sur la gestion de l'eau, là, on est plutôt balbutiant sur cette toute première thématique là, de récupération des eaux pluviales, où on a des débats avec notamment l'Agence régionale de santé, et puis, je dirais, une conformité à rechercher, ou en tout cas peut-être on va dire, un dogme posé par le règlement sanitaire départemental dont il faudrait qu'on puisse s'absoudre, c'est assez compliqué, quoi, hein. Donc pour le moment, on n'a pas encore d'expérimentation, mais on ne désespère pas et on souhaiterait effectivement pouvoir aller vers de la récupération d'eau pluviale pour alimenter, par exemple, des sanitaires. Euh, voilà, plutôt que d'aller utiliser de l'eau potable qui a été traitée, avec tout, on va dire, toute l'adduction d'eau pour que ça reparte, j'irais, aussi sec dans le réseau d'assainissement. Alors on en fait un petit peu pour les espaces verts. Donc là aussi, on arrive à faire un peu de réutilisation. On a un exemple dans une de nos piscines de réutilisation des eaux de lavage de filtre pour les laveuses de la propreté. Voilà. Donc, mais on aimerait quand même aller jusqu'à de la réutilisation à l'intérieur de nos bâtiments. Et puis, bon, peut-être une illustration assez concrète et qu'on connaît déjà. Donc là, on est sur les robinets de puisage, les mousseurs. Donc ça, ce sont vraiment des solutions très classiques, très éprouvées, donc qui ne présentent pas de difficultés. Pour ce qui est de la biodiversité des espaces verts, là, on est encore balbutiant, puisque c'est une thématique qui monte, qu'il faut qu'on prenne de plus en plus en compte, notamment au travers du diagnostic de performance environnementale, de diagnostic faune et flore dans nos bâtiments. Là, aujourd'hui, par exemple, je peux vous citer le cas d'un chantier qu'on n'a pas pu démarrer puisqu'on avait des chauves-souris qui se sont retrouvées donc à nicher dans un de nos bâtiments. Donc, il y a des discussions à l'ADREAL, avec l'ADREAL et des dossiers de demande de dérogation pour pouvoir donc démarrer les travaux dès que les chauves-souris seront partis.
En matière de flore, bon, il y a des choses qui existaient déjà pas mal quand même sur le bâtiment, notamment les toitures végétalisées, qui sont là aussi éprouvées, sur lesquelles on a des retours d'expérience. Donc, je m'étendrai peut-être pas là-dessus parce que je suis pas, on va dire, spécialiste, mais en tout cas, c'est une thématique qu'on prend vraiment en compte. Et là où on pourrait expérimenter sont sur les façades végétalisées. Donc, comment aussi est-ce qu'on arrive à intégrer une végétalisation en façade d'un bâtiment sans dégrader cette façade? Comment est-ce qu'on arrive à faire de la place au végétal? Et les espaces extérieurs. Donc là, c'est aussi la thématique de la désimperméabilisation des sols, où il y a un gros travail donc, qui est fait, par exemple, à l'échelle de la ville de Besançon sur les cours d'école. Donc là aussi, on essaye d'aller le plus possible vers l'infiltration à la parcelle et donc la limitation des rejets dans les réseaux d'assainissement. Et sur l'intégration d'éléments favorables à la faune, très concrètement, ce sont des nichoirs, créer des anfractuosités dans nos bâtiments pour permettre à la faune de se développer, de se reproduire, de nicher. On passe à la thématique 8, stationnement, éclairage extérieur. Donc sur le stationnement, là, on est aussi en pleine recherche sur la décarbonation de la flotte de véhicules. Donc, on déploie des bornes électriques et puis on essaie vraiment de favoriser les mobilités douces. Donc, d'ailleurs, pour les emplacements pour vélo, je pense qu'on aurait pu mettre des S à l'emplacement et vélo, puisqu'on essaie vraiment de les favoriser, alors tant sur, on va dire, les sites de la ville et de Grand Besançon Métropole, mais aussi, on va dire, pour le grand public. Et puis, on essaie de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que si on fait du stationnement vélo couvert, si on peut faire des ombrières photovoltaïques, c'est tout bénef. Une autre thématique sur l'éclairage extérieur qu'on va articuler avec la pollution lumineuse. Alors, il y a eu un gros boulot qui a été fait par nos collègues de l'éclairage public, mais qui doit également se poursuivre sur les éclairages de mise en valeur des bâtiments, sur les éclairages extérieurs des bâtiments, et puis vraiment faire en sorte de pouvoir moduler, de pouvoir limiter autant que faire se peut. Donc, bon, il y a la technique qui nous aide pas mal, notamment avec la détection, mais disons qu'il faut tout de même réfléchir, anticiper. On peut parler de la trame noire, hein, effectivement. Comment est-ce que, puisqu'on était sur la faune tout à l'heure, comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte de ne pas perturber l'environnement de la faune, hein, qui a vocation à vivre dans les espaces qui sont aussi les nôtres. On passe au chantier à faible nuisance. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très ancré, je dirais, sur le papier, dans nos opérations. Et je ne parle pas que de la ville ou de Grand Besançon Métropole. Je pense que c'est quelque chose qui avait déjà été pas mal mis en place avec la démarche HQE, qu'on a souvent vu dans des dossiers de consultation d'entreprise, dans des cahiers des clauses techniques particulières. Par contre, moi, je dois vous avouer que je ne l'ai pas forcément souvent observé dans les faits sur les opérations. Donc, je ne vais pas vous, on va dire, refaire tout le panel, hein, notamment des bennes pour le tri, mais disons que ça, c'est peut-être encore la partie émergée de l'iceberg, mais la partie immergée où je pense qu'on a encore d'énormes marges de manœuvre, d'énormes marges d'amélioration, c'est la protection des riverains, c'est la limitation du bruit, et puis le gaspillage des ressources, parce que je trouve que sur nos chantiers, malheureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui partent à la benne. Et puis, tout ce qui va être pollution, quoi. Où là aussi, je pense qu'on a encore pas mal de boulot. Et on va aller sur le 10e et dernier thème, donc qui nous vient de la loi sur l'économie circulaire.
donc qui nous astreint à des diagnostics dans le cadre de nos projets de déconstruction, dès lors que les bâtiments représentent plus de 1000 m² de surface. Donc là, on est en phase d'expérimentation, notamment là sur une de nos écoles où on a récupéré l'ensemble des tuiles de la couverture. Donc on se pose tout un tas de questions. C'est est-ce qu'on est capable de les réutiliser? Est-ce qu'on serait susceptible de vendre nos matériaux matériels? Est-ce qu'on pourrait les réemployer? Donc là, il y a tout un travail, on va dire, d'analyse et de valorisation qui doit être fait. On est encore, on va dire, sur vraiment un stade très balbutiant, mais on s'y met et puis on va voir justement les opportunités que ça peut présenter. J'en ai fini pour la présentation assez succincte de ce cahier des charges. Alors, le cahier des charges en lui-même, c'est un document qui fait une 60aine de pages, qui donc est actualisable, qui doit être actualisé. Donc, il y a un travail là qui se réamorce de mise à jour entre les équipes du DAB, de la direction de la maîtrise d'énergie, de la direction biodiversité espace vert, du département mobilité. Et donc, on va dire l'ensemble des directions du pôle service technique se mobilisent sur la mise à jour de ce cahier des charges. Alors, il a été adopté par la ville de Besançon il y a un petit peu plus d'un an, en janvier 2021, et il va être pleinement adopté par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole dans les 2 mois qui viennent, puisque je crois que c'est prévu au conseil communautaire de mars. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Donc, vous voyez, il y a assez peu on va dire, de points qui sont proscrits, en dehors, on va dire, des menuiseries PVC, du polystyrène expansé, on va dire, des énergies fossiles, sauf secours. Donc, vous voyez, on est plutôt sur, on va dire, une ambition et une démarche positive qu'une démarche punitive. On se donne les moyens de dialoguer. Ce que je peux également évoquer, c'est que ce travail-là, on ne l'a pas mené dans notre coin. Quand on l'a promu à la ville, on avait fait un certain nombre de réunions avec les partenaires locaux. Donc, je pense entre autres à l'Ordre des architectes, au CINOV, je pense à la Fédération française du bâtiment, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CAPEB. On avait également discuté avec l'INTEC, qui rassemble les économistes de la construction, pour aussi partager et puis, je dirais, conforter la démarche ou la moduler. Je pense vous avoir dit l'essentiel, et donc après, je voulais tisser aussi un lien avec une autre démarche qui a pas mal évolué. Alors, je vais essayer d'arrêter mon partage. Ah, Frédéric, est-ce que vous pourriez m'aider à arrêter le partage? Alors. Il suffit juste de repartager autre chose directement avec l'onglet en bas, écran partagé. Oui, mais voilà, là, on a votre mon écran bureau. bleu, mais voilà. Alors, moi, si vous voulez, je peux vous partager le. Aussi, ce que je voulais, c'était. Voilà, c'est ça. Du coup, là, je ne sais pas si vous voyez la présentation bâtiment durable. Pas encore, le temps que ça s'affiche, je pense. Vous l'avez affiché sur votre écran, vous, monsieur Leguet? Oui. Bon, on ne le voit pas encore, nous, on voit vos onglets, en fait. Voilà, ça y est. Et c'est bon. Voilà, si vous pouvez la mettre en plein écran, je ne sais pas si elle y est. Normalement, oui. OK, c'est très bien. Donc, oui, ce que je voulais également évoquer, c'était la démarche qui a émergé en 2021, une démarche bâtiment durable à l'échelle de la région, Bourgogne-Franche-Comté, donc dans laquelle la ville de Besançon et le Grand Besançon se sont impliqués, et donc qui réunit un certain nombre d'acteurs de la région. Alors,
l'ambition de cette démarche, hein, c'est de construire et de réhabiliter des bâtiments beaucoup plus durables. Et puis, c'est de promouvoir, on va dire, la qualité dans nos opérations de bâtiment. Donc là, vous avez quelques chiffres sur donc les démarches environnementales qui sont suivies par moins de 10% des opérations. Et puis, vous voyez les surfaces de bâtiments tertiaires avec des démarches de labellisation qui sont vraiment très, très, très minimes. 1,2% à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté pour des labellisations énergétiques et 1,7% pour des certifications haute qualité environnementale. Donc, ça reste vraiment très faible. Alors, cette démarche, on n'est pas précurseur, puisque bon, elle a démarré sur l'arc méditerranéen avec donc la démarche bâtiment durable méditerranéen. Et puis, ça a gentiment gagné du terrain, puisque aujourd'hui, il y a également donc la démarche en Nouvelle-Aquitaine, la démarche en Occitanie, vous avez la démarche bâtiment durable francilien, et puis donc on arrive du coup en cinquième position dans l'ordre chronologique. Donc c'est une démarche qui est portée aujourd'hui par une association donc, qui s'appelle Terragilis, qui a été créée en avril 2021. Alors, cette association, elle regroupe des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, et donc un certain nombre d'acteurs qui sont volontaires en matière de qualité des projets. Et donc, l'idée, c'est d'être dans une démarche d'amélioration et puis de renforcer les compétences des professionnels. On est encore en phase de calibrage d'une grille donc, qui doit nous permettre d'accéder à 3 niveaux de reconnaissance pour les opérations, donc en démarrant par le bronze, l'argent et puis l'or. Et vous avez du coup un référentiel avec donc 7 thématiques, alors, avec un accent très très fort sur la gestion de projet, puisque on estime que c'est quand même là où une grande partie va se jouer en matière de qualité. Alors ça peut s'appliquer pour tout type de bâtiments, les bâtiments neufs, l'AREA. Donc pour cette démarche, alors bien évidemment, c'est une démarche volontaire que peuvent embrasser des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Et en termes d'accompagnement, donc là, on a les intérêts de cette démarche, ils sont multiples. Donc, optimiser le coût global, parce que c'est vrai que aujourd'hui, encore, je dirais, on se focalise trop peut-être sur le coût d'investissement initial en oubliant qu'il y a un coût de fonctionnement derrière et que certains choix d'investissement vont aboutir à des surcoûts d'entretien. C'est une démarche aussi qui permet d'augmenter la qualité, la valeur d'usage, et puis c'est une démarche, je dirais, aussi très, très humaine, dans le sens où collectivement, on va se donner les moyens d'aboutir au meilleur projet, et c'est bien ça qui est recherché. Et je pense que c'est tout. Voilà. Et alors peut-être dans le prolongement, donc cette démarche, elle est encore à un stade pas totalement mature, puisqu'on est sur une phase de calibrage de grille, on est sur une phase d'identification de formateurs qui pourraient accompagner la démarche, qui pourraient accompagner les maîtres d'ouvrage. Et donc l'association est vraiment en train on va dire, de monter en puissance. Voilà. Et si vous le souhaitez, donc on vous transmettra les coordonnées d'Antonin Madeline, donc qui est l'interlocuteur de l'association Terragilis et qui pourra, notamment vis-à-vis des maîtres d'ouvrage qui seraient intéressés, les alimenter. Très bien. Et j'en ai fini. Merci, Monsieur Le Guay, pour cette présentation. Donc, un cahier des charges et une démarche régionale qui sont ambitieuses, on l'a vu, qui poussent à construire et rénover au-delà des standards.
Il y a de nombreuses questions, mais juste avant de passer aux questions-réponses, je vais reprendre le partage pour parler de matériaux construction. Alors, Donc, dans l'articulation de nos présentations, effectivement, il était important qu'on puisse vous montrer que les matériaux biosourcés, ça existe de façon assez large et notamment en région Bourgogne-Franche-Comté. très bien. Alors, je vais juste, voilà, donc c'est bon mon écran? Oui, c'est bon. Alors, donc, dans ce cahier des charges, on a pu constater que certains matériaux, comme le polystyrène expansé pour l'isolation et les menuiseries PVC, je crois, on en parlait, étaient interdites. Donc, ce qui oblige la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage à changer leurs pratiques et à s'orienter vers d'autres modes constructifs et des matériaux ayant un faible impact environnemental. Donc, on pense bien évidemment aux matériaux biosourcés, comme la fibre de bois, la ouate de cellulose, le béton de chanvre, la paille, voilà, et bien d'autres. C'est des matériaux qui sont... c'est un moyen de réduire considérablement le bilan carbone de la construction, donc, car ils sont issus majoritairement de biomasse végétale, qui ne vont pas contribuer au réchauffement climatique, car ils sont constitués de matières premières qui, à l'origine, étaient une plante, captant du CO2 dans l'atmosphère. Donc, ils ne vont pas contribuer au réchauffement climatique, du moins durant toute la période pendant laquelle ils resteront stockés dans le produit sous forme de matière, bien sûr. Ces produits biosourcés sont particulièrement adaptés aux enjeux actuels dont je parlais en introduction et répondent également à la réglementation environnementale 2020 qui intègre une analyse de cycle de vie visant à quantifier les impacts environnementaux des matériaux dans les bâtiments neufs. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de produits biosourcés et ne sont pas employés que pour l'isolation thermique. Il y a des solutions qui se développent pour des produits d'aménagement intérieur, tels que les peintures, les revêtements de sol ou muraux, également dans les matériaux composites à base de fibres végétales. Donc, il faut savoir que sur notre territoire, de nombreux établissements valorisent les matériaux biosourcés. La région Bourgogne-Franche-Comté avait confié la réalisation d'une étude cartographique des acteurs de la filière biosourcée à l'AER, donc l'Agence économique régionale, pour apporter une vision plus fine des acteurs présents sur le secteur, qui intervenaient sur le champ des matériaux biosourcés. Cette étude date de 2020 et beaucoup de nouveaux acteurs sont présents en Bourgogne-Franche-Comté. De nombreuses entreprises, fabricants, distributeurs, architectes, artisans, bureaux d'études, voilà, et des ressources aussi sont présentes sur le territoire. Je ne vais pas détailler cette étude, mais vous aurez un lien donc dans cette présentation. Ce que je veux dire, c'est que les filières biosourcées sont particulièrement actives sur notre territoire. La filière chanvre, avec l'association Bourgogne-Franche-Comté Chanvre, également la filière bois avec l'interprofession bois et forêt, donc Fibois Bourgogne-Franche-Comté. Tous deux ils représentent les acteurs de leur filière et ils œuvrent au développement et à la promotion du bois et du chanvre dans notre région. Concernant la filière construction paille, même si de nombreux projets voient le jour en Bourgogne-Franche-Comté, elle n'est pas encore représentée sur notre territoire, mais une étude est actuellement en cours pour savoir si cela est possible. Le marché du biosourcé s'est bien développé depuis quelques années. De nombreux matériaux comme la fibre de bois et la ouate de cellulose sont disponibles presque dans tous les magasins de bricolage. Ils ne sont plus cantonnés uniquement chez des négoces spécialisés, hormis bien évidemment pour des produits spécifiques. Donc voilà, on voulait en venir justement à ce petit focus sur les matériaux biosourcés. On va passer donc aux questions-réponses. On est dans le timing là, on va pouvoir échanger. Alors, je vais départager parce que je ne vois pas les questions-réponses. Il y en a énormément. Oh, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc, peut-être on peut cibler pour Terragilis. C'est vrai que Antonin là, est déjà en train d'échanger. Ah, ok, super. Et j'ai pas vu les questions qui faire sont tombées. connaître. Donc, vous avez les coordonnées d'Antonin là dans les commentaires. Je les donnerai enfin.
Et après, alors peut-être, moi j'ai vu pas mal de questions. Alors désolé effectivement pour les acronymes et les sigles en pagaille. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas autant que dans le médico-social, mais dans le bâtiment, on commence à en avoir un certain nombre. Donc je pense notamment au COV. Après, peut-être un petit peu à la volée. Moi, j'ai vu des questions sur, en gros, un peu les équipements actifs, les questions d'inertie. Alors, la démarche côté ville de Besançon et Grand Besançon Métropole, c'est pas de promouvoir les équipements actifs à tout prix. Non, justement, bien au contraire. J'irais malheureusement peut-être sur le traitement d'air. On se retrouve quand même bien souvent très orienté vers les centrales de traitement d'air double flux et donc d'amener quand même pas mal de renouvellement d'air mécanique et ça nous interroge. Donc là, on échange avec les directions de la maîtrise de l'énergie, mais il faudrait aussi qu'on puisse échanger avec la région, notamment pour voir dans quelle mesure on pourrait faire évoluer le dispositif EFILOGIE qui nous amène beaucoup sur l'existant à mettre en place des CTA double flux. Voilà. Donc alors que c'est vrai qu'on se dit que ça peut être assez antinomique avec certaines modalités d'exploitation, parce que si on voulait vraiment aller jusqu'au bout du double flux, quasiment il faudrait que nos menuiseries extérieures soient des châssis fixes et on sait ce que ça pourrait amener comme réaction dans les écoles, si on parle des écoles ou même ça peut être dans des crèches ou autres. C'est vrai qu'aller expliquer aux utilisateurs qu'ils sont enfermés dans une boîte et qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et que c'est la technique qui va tout régler au-dessus de leur tête avec des bouches de soufflage et des bouches de reprise, je pense que c'est assez difficilement compréhensible, voire acceptable. Donc la technique ne peut pas effectivement tout régler et là aussi, je pense qu'on a des évolutions à aller chercher. Monsieur Laguet, je vais reprendre depuis le début plutôt pour pas Oui. louper les questions. On va essayer de répondre à toutes les questions. Alors, est-ce que ce cahier des charges, une question de Catherine Salé, est-ce que ce cahier des charges est lié à des certifications et est-ce qu'il sera utilisé pour ça? Non, non. Il n'y a pas de certifications qui sont envisagées à ce stade. Et on ne va pas forcément aller en chercher. Je dirais la seule certification qu'on pourrait aller chercher, j'en ai parlé à la toute fin, et puis Antonin se fait le relais, c'est de s'inscrire potentiellement pour un certain nombre de nos opérations dans le cadre de la démarche bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et sans que ça soit non plus nécessairement systématique, quoi. Très bien. Une question sur les matériaux. Est-ce que l'origine géographique des matériaux est également un critère? Alors, disons que c'est un point de vigilance. Après, à ce stade, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés plus ou moins conjoncturelles, plus ou moins temporelles à des instants T pour s'approvisionner en matériaux. Alors, donc c'est un vrai sujet puisque, notamment en termes d'exigences qu'on peut poser dans des CCTP pour des marchés de travaux auprès d'entreprises, c'est assez difficile de tout verrouiller. Je dirais, on peut se doter de critères environnementaux pour la passation des marchés, mais je dirais, ça trouve quand même un certain nombre de limites. Après, pour le bois, typiquement, c'est vrai que on se dit, tiens, il y a quand même le bois du Jura qui bénéficie d'une AOC. C'est vrai, on sait que si on prescrit une AOC au bois du Jura, normalement, le bois ne viendra pas d'une forêt à 500, 800 X milliers de kilomètres, quoi. Très bien. Une autre question. Alors, j'ai perdu ma question, mais c'est pas grave, j'en ai une autre là. Comment ce cahier des charges est-il vérifié en fait? Comment savoir s'il est bien réalisé quand vous le mettez en place Ça repose sur nous. Alors, c'est sûr que, disons que c'est une démarche qu'on peut suivre parce qu'on se donne les moyens de la suivre. Donc après, entre les collaborateurs du département architecture et bâtiment et de la direction de la maîtrise de l'énergie,
on a quand même du monde hein, qui relie les livrables des maîtres d'œuvre, notamment externes. Donc c'est sûr que ça veut dire que il faut passer du temps, mais c'est normalement quand même le boulot d'un maître d'ouvrage à vérifier le contenu d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet définitif, d'un projet et jusqu'à un dossier de consultation d'entreprise. Donc ça, c'est pour la conception. Mais même après, je dirais pour la réalisation, il faut que le maître d'ouvrage, je dirais, reste relativement présent, même s'il s'appuie sur son maître d'œuvre. Hein. Quand les entreprises, par exemple, proposent des variantes sur leur réponse à des consultations. Là aussi, il faut qu'on, notamment au marché à procédure adaptée, il faut qu'on puisse, je dirais, s'assurer que ces variantes ben, ne s'écartent pas des objectifs qu'on ambitionne, quoi. Parce que si on prescrit des matériaux biosourcés pour que ça se termine avec une variante en polystyrène expansé, ben là, c'est sûr que on a tout loupé, quoi. Très bien. Concernant les analyses de cycle de vie, est-ce que vous en faites pour tous les projets? Et, Alors, pas encore. d'accord. En transparence, pas encore. Hop, ça arrive. Sur le volet encore qualité de l'air, ne manque-t-il pas des prescriptions sur le contrôle des systèmes de ventilation? Alors là, on n'est pas sur, on va dire, l'entretien-maintenance, puisque l'entretien-maintenance de nos systèmes de ventilation, en très grande partie, il est réalisé en régie par nos équipes. Donc, je dirais, effectivement, charge à nous de nous assurer que nos systèmes de traitement d'air fonctionnent correctement. Et puis, peut-être aussi, ce que je peux dire, c'est que là, j'ai présenté un document d'une 60aine de pages en une demi-heure. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas pu aller dans les détails et dans le fondement de la technique. Encore une question sur la qualité de l'air intérieur. Les mesures de polluants sont-ils envisagées à réception? Vous avez... Oui, bah écoutez, alors je dirais, on n'a pas encore suivi de A à Z une opération avec ce nouveau cahier des charges. Hein. Je dirais, là, on aura peut-être les premières livraisons. On a 4 rénovations énergétiques d'écoles donc qui sont en cours de travaux. Je pense qu'effectivement, on ira faire des mesures de polluants au moment de la réception des ouvrages. D'accord. Et puis, on se donnera surtout aussi les moyens, ça c'est à voir, hein, donc, puisqu'on est en train de parler d'école, auprès de nos collègues de la direction de l'éducation, pour qu'on anticipe suffisamment les livraisons de travaux, les mises en place de mobilier, pour faire en sorte que les premiers occupants n'aient pas à subir effectivement un volume de polluants, une quantité de polluants trop importante. Très bien, merci Monsieur Leguet. Y a-t-il une réflexion sur le système technique, donc sur de l'OTEC? C'est une question importante. Alors, notamment au niveau de la direction architecture hein, qui porte tous les grands dossiers d'investissement, c'est vrai qu'on se pose un certain nombre de questions et de se dire est-ce que c'est bien raisonnable de toujours, on va dire, complexifier nos bâtiments, en complexifier l'exploitation. Et puis, eh ben, j'en parlais tout à l'heure sur les centrales de traitement d'air double flux et les conséquences que ça peut avoir en exploitation et pour nos occupants. Je pense que peut-être que effectivement le meilleur des bâtiments, c'est le bâtiment passif, c'est le bâtiment low-tech, c'est le bâtiment dans lequel voilà, on retrouve une simplicité d'utilisation parce il aura été extrêmement bien pensé en amont, quoi. Hop, pardon. Encore une petite question. Donc, est-ce que ce cahier des charges il pourrait être mis à disposition à d'autres gestionnaires patrimoniaux? Disons que ça, c'est effectivement
quelque chose à laquelle on est prêt, hein. Il n'y a pas de, on va dire, on n'a pas déposé de propriété intellectuelle auprès de l'INPI. On est plutôt, on va dire, effectivement, à notre échelle, de se dire, ben voilà, nous, ce qu'on peut proposer. Puis si d'autres maîtres d'ouvrage souhaitent s'en saisir, on peut penser notamment aux bailleurs sociaux ou à quelques grands maîtres d'ouvrage implantés localement. Si on peut donner une impulsion, il y a pas de problème. Donc, ce cahier des charges, il peut être tout à fait communicable. Très bien. Une question encore sur votre cahier des charges. Est-ce qu'il s'adapte au projet soumis aux architectes des bâtiments de France? Bah, là, je vais essayer de ne pas faire de langue de bois, hein. C'est sûr que je dirais, dès lors qu'on arrive dans un contexte patrimonial, les choses sont tout de suite un petit peu plus compliquées. Mais pour moi, tout est affaire de discussion avec l'architecte des bâtiments de France et au cas par cas sur si on est effectivement sur des choix de matériaux, sur des enveloppes, de teintes. Je pense que tout est discutable. Après, c'est sûr que venir implanter des panneaux photovoltaïques en toiture en regard d'un monument classé à 50 mètres, c'est sûr que c'est peut-être un peu compliqué. Voilà. Mais bon, en tout cas, je dirais que c'est vu en Bourgogne-Franche-Comté comme ailleurs. Il y a toujours des champs de discussion avec je dirais, les conservations régionales du monument historique. D'accord. Comment l'intégrer dans les appels d'offres, ce cahier des charges? Donc, alors, comme je l'ai dit en tout début en présentation, c'est un cahier des charges qui est avant tout à destination des concepteurs. Donc, même si bien évidemment, ça trouvera cette traduction finale dans des marchés de travaux et bien évidemment avec des entreprises qui mettront en œuvre ce qu'on aura conçu. Et donc, c'est dès, on va dire, l'amont que ça se joue. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on bâtit nos programmes de travaux sur nos différents bâtiments et on vient annexer à nos programmes de travaux ce cahier des charges, puisque bah, ce sont nos exigences en termes énergétiques et environnementaux. Et donc, après, charge au groupement de maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études et économiste de la construction, bah, de mettre en musique. Très bien. Comment sont associés les usagers? Une petite question encore sur donc comment sont associés les usagers ou futurs usagers dans les opérations, donc en phase diagnostic ou programmation? Ah, bon, ça, c'est une question beaucoup plus générale. Disons que nous, localement, à l'échelle de la ville de Besançon, on pratique beaucoup les démarches participatives. Et donc là, par exemple, sur 3 réhabilitations lourdes d'écoles, on a fait des ateliers participatifs avec des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés pour élaborer nos programmes. Donc, mais ça, je dirais, c'est indépendant de cette, comment dire, de ce cahier des charges, hein, qui est très prescriptif et qui est très dans la technique. C'est pas lui qui va régler, on va dire, les surfaces d'un local dont le besoin a été identifié pour répondre à tel usage. On est sur, on va dire, 2 sujets un petit peu différents, mais complémentaires. Alors, il y a une personne qui est intéressée par le cahier des charges, elle dit comment fait-on concrètement? Eh bien, ce cahier des charges, alors dans sa version existante, moi je pourrais le communiquer au pôle énergie, et puis après, c'est le pôle énergie qui pourra en assurer la diffusion. Et donc après, simplement, effectivement, c'est chacun peut y piocher ce qui va l'intéresser ou le mobiliser plus particulièrement. Voilà, après, encore une fois, la ville de Besançon et Grand Besançon Métropole n'ont pas vocation à donner de leçons à qui que ce soit ou à, on va dire, vouloir tenir une ligne. Donc, chacun, on va dire, pourra saisir ce qui l'intéresse. Alors là, on a des questions pour la démarche BDBFC.
Pourriez-vous répéter les principes donc, de cette démarche, s'il vous plaît? Alors, si Antonin est encore avec nous, peut-être qu'il peut directement prendre la parole. Pourquoi pas? Vas-y, Antonin, normalement, tu peux activer ton micro. La technique, si vous pouvez Oui, activer son non, est-ce qu'on micro. Ouais, m'entend? super. Oui, Ouais. Oui, on Super, on t'entend, m'entend. Antonin. Eh ben, Bonjour. parfait. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de compléter. Et merci, merci Jean-Luc pour cette ouverture vers la démarche bâtiment durable voilà, qui prolonge peut-être l'exercice et les volontés et les efforts faits par la commune de la ville de Besançon et Grand Besançon Métropole pour aller vers des opérations réellement performantes et à la hauteur des enjeux qu'on a devant nous. Donc, pour préciser sur la démarche qu'a présenté Jean-Luc, il y a peut-être deux, trois points à compléter. Donc, il y a l'idée d'être dans une démarche pour faire progresser les opérations et développer les compétences des professionnels. Et elle a trois grands principes, cette démarche. C'était effectivement d'avoir le sujet, un peu comme le sujet d'aujourd'hui, une grille d'évaluation qui a été construite par les professionnels du territoire à l'automne 2021. Il y a une cinquantaine de professionnels qui ont bûché et travaillé pour construire la grille, pour adapter la grille d'évaluation au territoire, qui est composée de 7 thèmes. Alors là, il y a 10 points dans le cahier des charges de Besançon Métropole. Nous, c'était 7 thèmes. Il y avait des volontés pour être à 5. En tout cas, on s'est arrêté à 7 thèmes parce que c'est les 7 thèmes qui sont appliqués dans les 4 régions. 4 autres régions qui développent la démarche bâtiment durable, donc qui sont gestion de projet, territoire, site et biodiversité, solidaire, social, économie, énergie, eau, confort et santé et ressources et matériaux. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une approche vraiment globale de la performance d'un bâtiment, de ne pas résumer ça à la consommation d'énergie ou aux équipements techniques installés ou même aux matériaux biosourcés installés, mais bien d'avoir une vision globale et une approche holistique des problématiques. Et donc, cette grille, elle sert à évaluer le projet, mais aussi d'outil d'aide à la décision pour l'opération. Ça, c'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe à retenir, c'est qu'il y a des accompagnateurs qui vont accompagner les opérations, qui sont formés à la démarche, qui sont des professionnels de la maîtrise d'œuvre. Et donc, au moment de son opération, le maître d'ouvrage demande à rentrer en démarche bâtiment durable et fait appel à un accompagnateur. Le troisième grand principe, c'est qu'il y a une commission d'évaluation qui est composée de professionnels variés, puisqu'à chaque fois, l'idée, c'est vraiment de croiser les visions et de faire de l'intelligence collective. Donc, c'est une commission qui est composée de maîtres d'ouvrage, d'architectes, d'ingénieurs, de bureaux d'études, d'entreprises, et qui va, du coup, proposer des pistes d'amélioration au projet et donner des points de cohérence globale, puisque l'idée, c'est pas d'être sur une évaluation seulement un peu binaire avec des oui-non dans une case, mais bien de pouvoir apprécier la créativité des équipes et leur choix de conception en fonction des contraintes du projet. Et ces commissions, elles sont publiques. Et donc, c'est pour ça que ça permet vraiment d'avoir des échanges et des retours d'expérience assez intéressants, très concrets sur des opérations où des pairs expliquent leur choix de conception et sont évalués par leurs pairs sur ce point-là. Et donc, au final, on a effectivement, avec les points de la commission et les points de la grille, une reconnaissance, bronze, argent ou or. Voilà. Et cette commission, elle a lieu en phase conception, en phase réalisation et en phase exploitation, c'est-à-dire 2 ans après. C'est-à-dire que le niveau de reconnaissance finale est vraiment sur ce qui a été réalisé, puisqu'on sait que souvent, des fois, le bâtiment est livré et il y a plus grand monde. Donc, voilà, là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un suivi jusqu'à 2 ans après et de voir comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est les 3 grands principes. Après, je vais pas détailler plus parce que on pourrait en dire beaucoup, mais voilà, c'est vraiment l'idée d'essayer d'être là pour faire progresser les opérations, accompagner un peu tout le monde, essayer d'être dans la meilleure version possible de l'opération, avec voilà, une démarche qui est participative, qui est locale, qui est vraiment celle du territoire, construit par les professionnels locaux.
et qui se sont donc effectivement structurés dans le cadre du développement de la démarche dans le territoire avec l'association Terre Agilis. Donc voilà, j'ai mis mes coordonnées, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux juste vous préciser que du coup, la démarche, effectivement, on a construit la grille d'évaluation. Là, on est en train de mettre en place tout le processus et donc on va commencer à accompagner des premières opérations pilotes pour bien mettre en place tout le processus. Et donc, elle devrait être normalement lancée officiellement, la démarche, et accessible à tout maître d'ouvrage volontaire pour faire une opération performante à partir de la fin du second trimestre. Voilà. Donc, si vous êtes, je l'ai mis dans le chat, mais voilà, si vous êtes des maîtres d'ouvrage, n'hésitez pas à me contacter dès à présent si vous avez un projet, puisque l'idée, c'est que le projet se lance le plus tôt possible dans la démarche, donc au moment de la phase programmation, qu'on regarde tout de suite voilà, comment on peut atteindre un bon niveau et quel niveau viser entre bons argent or et quelle méthodologie mettre en place. Puis si vous êtes des maîtres d'œuvre, n'hésitez pas à me contacter non plus, puisque du coup, on va former des accompagnateurs bâtiments durables qui auront cette mission d'accompagnement des acteurs. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair et synthétique, sans prendre trop de temps. Donc, voilà, n'hésitez pas à me recontacter. Merci Antonin. Et j'avais pas possibilité de mettre ma caméra. Hein. Je me suis pas caché, mais c'est que j'ai pas la possibilité. Alors, on va arriver à bientôt au terme de ce webinaire. On va prendre une dernière question, mais sachez que toutes les questions qui seront, qui ont été posées dans le chat vont être reformulées et renvoyées avec la présentation et la vidéo. Juste une dernière question, là, je viens de voir sur le commissionnement énergétique et CPE, quel positionnement avez-vous sur ces termes? On l'a. Donc sur le thème du décommissionnement. Ouais. On l'a assez peu pratiqué. Hein. Alors après, disons que là, on a engagé quand même une rénovation énergétique de 4 gymnases. Et donc, on aura aussi un peu de recul dans quelques temps sur justement les apports d'une opération qu'on a pu faire en conception-réalisation. Donc, qui est une opération globale et où on implique l'entreprise également sur l'exploitation derrière. Donc, on va voir ce que ça nous donne, mais on a encore assez peu de recul. Très bien. Et peut-être un micro-mot, là j'ai vu une question sur le surcoût. Alors pour le moment, le surcoût, on ne l'a pas encore vraiment énormément estimé, mais entre, on va dire, 5 et 10%, ça nous semble être l'ordre de grandeur qu'on pourrait retenir. Sur le surcoût, on va dire, de la prise en compte de ce cahier des charges sur nos opérations. Et là, Okay. je ne parle bien que d'investissement. Parce qu'après, si on parle de coût global, en toute logique, on devrait en sortir gagnant. Forcément. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur Leguet, pour cette présentation et ce complément d'information avec ces questions-réponses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces questions vous seront renvoyées avec les détails. Merci Antonin également pour ce complément. Et merci à vous tous qui étaient présents aujourd'hui à ce web rendez-vous. Pour aller plus loin, donc là j'ai mis quelques liens, donc voilà qui seront dans cette présentation. Donc la clause verte, c'est un outil numérique qui permet aux acheteurs d'intégrer des clauses environnementales dans leur marché public. Un autre guide qui propose des conseils pratiques adaptés aux différents types de procédures des marchés publics. L'étude cartographique des acteurs biosourcés en Bourgogne-Franche-Comté, de l'AR. Le cahier des charges, on le rendra disponible, vous pouvez le télécharger par ce biais-là, qui nous a été présenté par Monsieur Leguet, et puis le détail de la démarche BDBFC également. Prochain rendez-vous, sur les remplois, des matériaux dans le bâtiment, donc de retour d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté avec le centre Dauphine à Dijon, donc des cas concrets sur la dépose participative avec la gérante de Bobby Remploi, Sophie Lambert, ainsi qu'un retour d'expérience autour du lancement de l'appel d'offres sur les difficultés et les leviers sur le volet économie circulaire de l'Arsenal à Besançon, donc avec Sylvain Douce,
du rectorat de Besançon, et également la participation de Caroline Chalamont, donc facilitatrice, direction économie emploi, enseignement supérieur en Besançon Métropole. Donc, ce sera le 22 mars à la même heure qu'aujourd'hui, donc à 11 h jusqu'à 12 h 15. Encore une fois, je remercie Monsieur Leguet, pardon, et Antonin, et ainsi que vous tous. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. À bientôt.